Alors, cher Jacques, cher Président, je sais que depuis des années, tu es un fervent adepte de la participation. Oui. On sait bien que De Gaulle avait déjà cette idée depuis longtemps, l'association Capital-Travail au moment du RPF, ensuite la participation, mais elle n'a pas été vraiment mise en action. Est-ce que 50 ans après, tu penses que cette grande idée qui est d'associer les travailleurs aux résultats des entreprises et aux décisions, que cette grande idée serait possible par rapport à ce qu'est devenu le monde capitaliste? C'est plus compliqué parce que nous sommes dans une société mondialisée. L'économie aujourd'hui est mondialisée et ce qu'on décide en France est très dépendant de ce qui se passe dans le reste du monde. On ne peut plus vivre de façon isolée. Toutefois, l'âme des peuples reste la même. L'âme des peuples, elle est simple. Quel est mon devenir? À quoi je sers sur Terre? Et au nom de quoi je travaille? C'est ça la question. Au nom de quoi je travaille? Et l'idée du général, elle est simple, mais elle puise aussi dans le tréfonds de la pensée de l'Église, de Léon XIII, des encycliques de la fin du XIXe siècle, mais même avant, la relation de l'homme au travail, voilà, la question elle est celle-ci. Est-ce que nous louons, nous hommes, nos forces de travail, notre intelligence, notre talent, et puis en fin de compte, une fois qu'on a fini de travailler, on n'a fait que louer, on n'a rien apporté. On n'a pas nous-mêmes quelque chose un peu en capital pour nous-mêmes. On n'a fait que louer nos forces de travail, alors que la participation, c'est autre chose. C'est que vous avez travaillé, vous avez apporté votre talent et vos forces, mais en même temps, vous avez accumulé quelque chose pour vous. Et c'est ce pour vous qui est l'essence même de la participation. Et puis j'ajoute une chose, c'est que dans l'esprit du général, ce n'était pas que l'intéressement. C'était pas on va vous donner une prime tous les mois ou tous les ans parce que vous avez produit davantage à moindre coût. C'était aussi une participation à la responsabilité. Et c'est ça la recherche du pourquoi je travaille. Parce que je ne prends part aux décisions concernant l'utilité de ce travail. Je ne prends part aux décisions. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu à chaque gouvernement, d'ailleurs, toutes tendances confondues, il y a eu aussi bien les textes de Giraud, il y a eu ceux de Fabius, il y a eu le 1958, l'ordonnance sur l'intéressement de 58, et plus tard sous Chirac, il y a eu aussi des avancées. Elle n'est pas complètement parfaite et à l'ordre du jour. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire. Comment faire partager le bien commun aussi bien aux salariés qu'aux patrons et aux propriétaires du capital? La question est toujours devant nous et dans la mesure où la Fondation peut être utile, elle essaye de l'être. Oui, alors la question centrale, effectivement, c'est celle de l'ordre du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que le capitalisme semble victorieux partout, même dans un pays comme la Chine, en Inde aussi, on le voit sur toute la surface de la planète, ce capitalisme donc, qui favorise le capital au détriment du travail, ce capitalisme semble tellement fort qu'on ne voit pas comment installer une brèche. Et moi je pense, surtout en réfléchissant à mai 68, car mai 68 c'était aussi un mouvement contre le matérialisme capitaliste. Il y a quand même quelque chose, un appel pour la dignité de l'homme et la spiritualité, dans les bons aspects, les quelques rares bons aspects des événements de mai 68. Alors de deux choses l'une, où ce système actuel, qui je trouve est indigne par rapport à, justement, par rapport à la dignité humaine, où il perdure, où il va s'effriter. Je pense qu'il va s'effriter, car ce n'est pas possible d'assister dans le monde entier à une progression du pouvoir d'achat, de la puissance de ceux qui n'ont que le capital et qui d'un trait de plume vont fermer une usine ici, une usine là, déplacer une usine ici et là, pendant que des millions et des millions de travailleurs restent humiliés et dans certains pays du monde plus qu'humiliés, en dessous du seuil de pauvreté. Je pense que nous vivons sur un volcan, je pense que ça va péter et qu'à ce moment-là, l'idée de participation pourra ressortir. Oui, tu as dit tout à fait ce qu'il fallait dire. Tu as employé le mot humiliation. Mais l'humiliation, elle commence au moment
où on ne comprend pas au nom de quoi on travaille. Bien sûr, on travaille, mais à quoi ça sert, dans quel système, voilà, au cœur de quelle décision. Vous êtes un sujet. Et on retrouve la vieille théorie depuis toujours, le sujet, c'est-à-dire celui qui obéit sans comprendre. Oui, et celui qui est exploité. Celui qui est exploité. On n'est pas tout à fait marxiste. Non, on n'est pas marxiste. Mais on est totalement l'exploitation. On a un avantage sur le marxisme, c'est qu'on a bien compris aussi une chose, c'est que la planification verticale et pyramidale, le pouvoir venant du sommet de l'État principalement, cette planification ne marche pas. L'échec de l'Union soviétique, c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, certains me l'ont dit à voix basse, certains Chinois savent aussi que l'économie planifiée, c'est quand même un peu un échec. Et qu'ils cherchent autre chose. Alors évidemment, ils ne cherchent pas le libéralisme anglo-saxon à l'américaine. Ils me l'ont dit eux-mêmes d'ailleurs. On ne veut pas ça. Mais vous, m'ont-ils dit, gaullistes, vous avez toujours cherché une troisième voie, comme le général. Nous aussi. C'est pour ça qu'il faut que nous discutions ensemble, parce qu'il y a autre chose peut-être à trouver en dehors de la planification et du libéralisme absolu. Oui, bon, il faut se méfier aussi des Chinois qui nous flattent beaucoup pour des raisons que tu connais bien, c'est-à-dire de s'installer en Afrique. Et le fait de s'installer en Afrique avec la bannière de De Gaulle est quand même très positif pour eux. Il faut bien voir que la Chine a une politique qui a été celle de l'Empire britannique, nous aussi d'ailleurs, à l'époque où nous pouvions, de l'Empire espagnol, des empires portugais, etc., de s'installer sur toute la surface de la planète. Donc, mis à part cela, moi ce qui m'intéresse, ce qui est plus intéressant sur le plan de l'histoire, c'est la fragilité de ce système. Je pense que ce système ne peut pas perdurer. Quel est le but de ce système? C'est de faire de la planète entière un marché, et donc une unification. Or, ce à quoi nous assistons, en Russie, en Chine, en Inde, j'y vais chaque année, je le vois, et dans d'autres pays du monde, c'est la recherche des racines. Donc on ne peut pas lutter contre la mondialisation, c'est un fait. Et je crois qu'un des travaux magnifiques des générations à venir, c'est de trouver le bon équilibre entre la fidélité aux racines, à condition que ces racines touchent l'universel, ce qui est le cas quand même de la vocation française, et en même temps le refus de cette mondialisation. Pardon, je reprends peut-être la totalité de la phrase. Je crois qu'une œuvre magnifique des générations à venir est de trouver l'équilibre intelligent entre la fidélité aux racines, à condition que les racines ne soient pas mortifères, comme on le voit quelque part sur le plan de la planète, à condition que ces racines touchent l'universel, ce qui est le cas de la mission de la France, soit à travers la religion, soit à travers l'humanisme des Lumières, donc elle est toujours touchée l'universel, de concilier cela avec la mondialisation qui est un fait. Voilà, d'arriver à trouver l'équilibre intelligent entre les deux, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on voit qu'une partie du monde bascule du côté d'une sorte d'intégrisme malsain, et que l'autre partie du monde, dominée par le système dominant du grand capital, veut l'éradication de toutes les différences. Et là, je crois que nous serions vraiment dans un travail gaullien, même si, au sein de la Fondation, nous n'avons pas à prendre parti sur le plan politique, mais je le dis pour d'autres, des nouvelles générations, de trouver cet équilibre intelligent. La conclusion, il n'y en aura jamais de conclusion. Nous sommes devant un monde que je crois infini. Il y aura toujours une évolution. Est-ce que dans 50 ans, c'est la question que posait De Gaulle à Malraux, d'après les chaînes qu'on abat, y aura-t-il encore une jeunesse française? C'est à nous, Fondation, d'avoir cette charge-là aussi, de transmetteur. Et ce que l'on a vécu en mai 68, c'est terriblement d'actualité. Voilà. La France avait le choix entre une anarchie complète et donc un assujettissement à d'autres puissances, ou de se redresser. Heureusement que le général était là et pour ce redressement. Et notre génération qui l'avons vécu, et puis celle d'après, des jeunes de 18-20 ans, chez qui je ressens une flamme particulière, qui aiment leur pays, qui veulent le servir à leur manière à eux, de jeunes de 20 ans. La question, elle est là.
est-ce que dans 50 ans, 100 ans, il y aura encore une flamme française, une ressource intellectuelle française, une force de caractère française pour que les décisions qui concernent la France lui appartiennent?